nous sommes lundi 31 janvier 2022. Bienvenue à vous dans cette nouvelle session de l'information sur Speedline Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Des citoyens et des agents de la police républicaine ont perdu la vie ce samedi dans un affrontement à Gokandji, dans la commune de Savalou. Au lendemain de cet événement malheureux, le porte-parole de la police républicaine livre son verdict. Les registres d'inscription des candidats libres au baccalauréat session de juin 2022 sont fermés depuis ce vendredi 28 janvier. C'est le constat fait dans le centre du collège d'enseignement général de Bigamé à Cotonou. Dans ce journal, l'ambiance des dernières heures. Hors du Bénin, la CEDEAO suspend le Burkina Faso de ses instances dirigeantes à l'issue d'un sommet virtuel de l'organisation faisant suite au coup d'État militaire à Ouagadougou ce lundi. Les chefs d'État se retrouveront le 3 février à Accra pour réévaluer la situation. Alors bonjour et bienvenue à vous dans cette édition. Le président de la République, Patrice Talon, prépare aux côtés de ses pairs de la sous-région dans la matinée de ce vendredi 28 janvier 2022 par visioconférence à un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Eh bien, l'ordre du jour a essentiellement porté sur la situation politique au Burkina Faso avec l'éviction du président Roch Marc Christian Kaboré. À l'issue de ce conclave, il ressort du point fait à la presse par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi que les chefs d'État ont adopté plusieurs décisions en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel au pays des hommes intègres. Et bien ainsi, après avoir fermement condamné ce coup d'État, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de la suspension immédiate du Burkina Faso de toutes les institutions de l'organisation sous-régionale. Eh bien, réclamer la libération immédiate du président Kaboré. On suit ici, à ce propos, le ministre béninois des Affaires étrangères. La conférence des présidents de notre sous-région s'est réunie de manière extraordinaire suite au coup d'État qui est intervenu au Burkina Faso, comme vous le savez. La rupture dans les ordres constitutionnels des États, particulièrement notre sous-région, devient sujet de grande préoccupation et a conduit nos présidents à se pencher sur cette situation. Ils ont délibéré et leurs conclusions principales sont les suivantes. D'abord, ils condamnent sans réserve et fermement le coup d'État qui est intervenu au Burkina Faso. L'accès au pouvoir par la violence, par la rupture dans les ordres constitutionnels, est une chose qui est condamnée par l'acte constitutif de notre organisation, le protocole additionnel de la CEDEAO, et il n'est pas tolérable que cela soit accepté. C'est pour cela que la deuxième mesure que les chefs d'État ont prise après avoir condamné ce coup d'État, c'est d'exiger la libération immédiate du président Roch Christian Kaboré, qui, comme vous le savez, a été arrêté par les forces de l'ordre de son pays. Et cette libération doit être immédiate. Troisièmement, les chefs d'État demandent le rétablissement d'une situation constitutionnelle normale. Et pour ce faire, ils ont décidé d'envoyer le comité des chefs d'état-major de nos armées à Ouaga, ainsi qu'une délégation des ministres des Affaires étrangères, délégation à laquelle se joindra le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. En plus de cela, les présidents ont décidé de suspendre immédiatement le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO et examineront au cours d'un sommet extraordinaire jeudi prochain, jeudi 4, ils examineront les conclusions des missions qui viennent ici de dépêcher. Ils examineront les recommandations des ministres des Affaires étrangères qui seront sur leur table
Et cela pourrait les amener à prendre d'autres mesures. Je veux dire que le président Talon, à l'instar d'un certain nombre de chefs d'État, a proposé que le pacte additionnel concernant la démocratie et le respect des ordres constitutionnels dans notre sous-région, dans le cas de la CEDEAO, soit revu. Et donc les termes de cette révision font l'objet en ce moment d'un travail et certainement qu'au cours du prochain sommet, les conclusions et la version finale de ce qui est recommandé sera connue. Et j'en parlais tantôt, des citoyens et des agents de la police républicaine ont perdu la vie dans un affrontement à Kogandji, situé à 3 km de Mongpa. Nous sommes dans l'arrondissement 2 et la commune de Savalou. La scène s'est déroulée bien ce 29 janvier 2022 et au lendemain de cet événement malheureux, le porte-parole de la police républicaine est revenu sur les circonstances du drame. On le suit. Courant décembre 2021, la population de Mongpa, réputée généralement calme, a constaté puis a signalé au commissariat de la localité un certain nombre de faits peu ordinaires. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles de la secte dénommée Azaël Aouyan, installés depuis quelques années dans le hameau Kogandji, situé à 3 km de Mongpa dans la commune de Savalou. Coups et blessures volontaires, menaces de mort, vol de récoltes et destruction des biens appartenant à autrui sont entre autres le martyre que font subir quotidiennement aux populations les membres de cette secte ayant pour gourou le sieur Podekon Mesme. Les membres de la secte justifient leur acte par une inspiration divine. Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par 15 fidèles de la dite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la police, ils ont refusé de répondre aux dites convocations. C'est alors qu'une équipe du commissariat de Mongpa s'est rendue au siège de la secte pour rencontrer son premier responsable et comprendre les causes réelles de tels agissements de leur part. Mais elle s'est vue opposée par des fidèles violents et drogués, un refus catégorique d'accéder à leur siège. L'équipe de la police a fort heureusement échappé à une séquestration après l'érection de plusieurs barrages faits de troncs d'arbres sur la voie par ces soi-disant fidèles. En effet, les fidèles de cette secte professent la fin du monde. Leur besoin ultime était de vider leurs avoirs et de se départir de tous les biens de toute nature avant l'avènement de la dite fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins, puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. Pour ne pas laisser s'installer une zone de non-droit et ayant affaire à une forme progressive d'endoctrinement des populations de la localité, sur autorisation expresse, une opération d'interpellation des auteurs de ces actes a été rapidement planifiée pour être exécutée le samedi 29 janvier 2022. Malheureusement, l'opération de ce samedi va tourner au drame. En effet, après l'interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou, ont séquestré, dans un premier temps, 2 fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes. Voulant coûte que coûte libérer les co-religionnaires armés de fusils de fabrication artisanale, de bidons d'essence, ils ont attaqué et tenté d'incendier le commissariat de police de Mongpa. Heureusement, le dispositif mis en place a permis de les repousser. Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les 2 fonctionnaires de police n'ayant pas abouti, l'équipe de fonctionnaires de police s'est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés à l'effet de retrouver leurs collègues.
Malheureusement, ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés. Des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cet acte afin qu'ils répondent de leurs actes. La situation est relativement calme sur les lieux. Les recherches se poursuivent et les opérations de sécurisation des populations se sont intensifiées sur le terrain. Affaire à suivre donc. Et dans le récent compte rendu du Conseil des ministres, le gouvernement opte pour l'approche participative en vue d'une opérationnalisation cohérente. Et c'est un nouveau pas de franchi pour une mise en œuvre efficace de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Et c'est dans ce cadre qu'une convention cadre a été signée ce vendredi 28 janvier 2022 à Cotonou entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. On fait ici le compte rendu de la dite cérémonie. C'est désormais chose faite. Le gouvernement et les communes du Bénin disposent d'une convention de partenariat. La signature de la dite convention s'inscrit dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. L'objectif visé par cette convention que nous venons de signer est de tracer un cadre de coopération et de transparence pour une mise en œuvre efficace de la réforme. Et à travers cette convention, nous nous donnons ainsi le moyen de réussir la réforme dans une dynamique intégrée pour la promotion du développement local et le bien-être des populations. La signature d'une telle convention entre la NCB et le gouvernement est inédite. Je voudrais vous rassurer, au nom de mes pairs, que nous continuerons à jouer notre partition pour la réussite de cette réforme du secteur de la décentralisation dans notre pays. C'est aussi le lieu de rappeler les principaux éléments de cette convention cadre. Premièrement, la catégorisation des communes. Deuxièmement, le principe des rémunérations des différents responsables des mairies. Troisièmement, la mise en place du fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Quatrièmement, les conditions remplies par les personnes qui désirent participer à l'appel public à candidature. Cinquièmement, la date de prise d'effet des avantages de fonction des secrétaires exécutifs. Sixièmement, la création d'une cellule chargée du suivi de la gestion des communes. Et enfin, le renforcement des capacités des élus et agents communaux. Un acte très symbolique. Cette cérémonie de signature a connu la présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, des membres du cabinet du ministre d'État et ceux du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, NCB. Parlons à présent des examens de fin d'année, précisément celui du bac. Je vous informe que les registres d'inscription des candidats libres au baccalauréat session de juin 2022 sont fermés. C'était depuis ce vendredi 28 janvier 2022. Et c'est le constat fait dans le centre du Collège d'enseignement général de Bigamé à Cotonou. Le centre choisi pour accueillir les candidats résidant des départements de l'Atlantique et du littoral. Eh bien, l'ambiance des dernières heures dans ce reportage de Romaric Dossa et de Pierre Akapo. La direction de l'Office du bac ferme ses portes dans ce centre du CEG Bigamé. La phase de dépôt des dossiers de candidature libre au baccalauréat, session de juillet 2022, est bouclée. Il sonnait 18h30 ce vendredi 28 janvier 2022. Les agents disposent. Rigoureusement, nous avons fermé à 18h30 sur le plan national, puisque nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, sur un arrêté interministériel. Et c'est lui qui a arrêté, n'est-ce pas, qu'à 18h30, les activités d'inscription prennent fin. À Cotonou, ici, nous avons 2 centres d'inscription. Nous avons le CEG Bigamé et le CEG Sainte-Rita. Alors, globalement, nous pouvons dire que les candidats libres sont sortis. Et pour ce qui concerne les candidats officiels, les membres de l'administration aussi ont pu apporter les dossiers des candidats. Les inscriptions ont démarré le 15 décembre 2021 pour se terminer aujourd'hui, 28 janvier 2022. Donc pratiquement, ça fait 1 mois et demi que nous sommes en train de les inscrire.
Donc c'est la fin aujourd'hui. Pour le chef service de l'organisation du baccalauréat, des dispositions étaient déjà prises pour faciliter la tâche aux parents et candidats. Les retardataires n'ont donc plus une autre chance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des candidats encore en rade, pour la simple raison que fin novembre, début décembre, nous avons effectué une tournée avec le directeur de l'office du baccalauréat et à l'occasion de cette tournée, le directeur a eu à dire au chef d'établissement qu'il n'y aura pas de dossier incomplet à déposer. Aucun dossier ne sera rejeté. Même incomplet, même si c'est le formulaire seul qui est prêt, de bien vouloir l'acheminer à l'office du bac. Et l'office du bac va accompagner les candidats jusqu'au moment où l'office va estimer que maintenant nous pouvons rejeter le dossier. Et en les accompagnant, les candidats ont la possibilité ainsi d'amener le complément de dossier qu'il faut. Donc par rapport à ça, je crois que tous les candidats savent que même s'ils ne sont pas prêts, ils peuvent amener leur dossier en attendant d'amener le complément. Donc pratiquement ceux qui doivent passer le bac ont amené leur dossier, aussi bien candidat libre que candidat officiel. Une occasion pour prodiguer de sages conseils aux candidats à jour. Voilà, les inscriptions sont terminées. Les candidats, les vrais candidats se connaissent et nous voulons demander aux parents de bien vouloir accompagner les candidats pour qu'ils puissent bien assimiler les leçons et pouvoir affronter avec succès les épreuves qui les attendent d'ici peu. Même constat dans le rang des candidats officiels. L'étape de dépôt des dossiers pour le baccalauréat 2022 est aussi bouclée dans tous les collèges et lycées. Parlons d'autre chose à présent et l'autre sujet qui nous intéresse, c'est le piercing. Eh bien, la décoration des oreilles ou d'autres parties du corps, notamment les oreilles, le nez, les lèvres et bien d'autres parties du corps est une pratique qui gagne peu à peu du terrain. Appelé piercing, il s'agit d'un style mal vu pour certains et une astuce beauté pour d'autres. Regardez. En plus de ses oreilles percées, symbole de sa féminité, Marata a trouvé mieux de percer également ses lèvres supérieures pour être à la mode. Le piercing, une tendance en vogue et les jeunes en raffolent. En fait, moi j'aime trop les piercings. C'est parce qu'avant j'avais un peu peur, sinon je l'aurais fait depuis. Et ce qui m'a attiré, je suis venu faire ceci, c'est pour le nez là. Quand j'étais venu faire pour le nez, ça ne m'a pas fait du tout mal. Moi j'aime ça. Mais bon, j'en ai un sur l'oreille. Les piercings, ce n'est pas important parce qu'il y a d'autres filles qui les mettent juste pour le plaisir. Ce n'est pas forcément obligatoire, tu dois mettre les piercings. Un plaisir obtenu au prix du sang et des risques sanitaires liés à la qualité et l'état des outils de travail. Les spécialistes en piercing. Les piercings, ça dépend là où tu veux percer. Ça dépend. Ça dépend là où tu fais les piercings. Et avant de faire, c'est pas avec la main on fait. Il y a une aiguille comme tuyau, on perce avec ça. Depuis que moi je suis dedans, le sang ne sort pas. Les gens me demandent pourquoi le sang ne sort pas. Je dis non, que chacun a son boulot. Ça dépend de la manière que tu as accueilli tes clientes, la manière que tu causes avec tes clientes pour faire ça. C'est pas qu'on prend ça, on perce rapidement. Je dois accueillir la cliente. Ça fait, il faut faire doucement, il veut faire percer. Il ne faut pas faire but. Calme-toi, relâche-toi. C'est là que je fais. Mais si tu prends force pour que quelque chose va te donner, c'est là que ça va faire sortir sang. Quand j'étais venu faire le piercing là, 3 jours après, j'ai enlevé le bouc, j'ai nettoyé, j'ai mis un peu de Zoro et de lime et j'ai remis ça. Ce piercing que je t'avais fait, pour changer une autre boucle dedans, pour faire nettoyage, tu prends coton. Si tu laves et l'eau rentre dedans, tu prends coton pour nettoyer, pour que ça va encore devenir sec, ainsi de suite. Aucune partie du corps humain n'échappe aujourd'hui aux affres de cette mode. Ceux qui en sont amoureux le font partout, pourvu qu'il apporte un plus à leur beauté. La vie reste donc une question de choix. C'est sur ces images que nous allons quitter le Bénin pour les informations sur le continent. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu le Burkina Faso de ses instances dirigeantes à l'issue d'un sommet virtuel de l'organisation. Faisant suite au coup d'État militaire à Ouagadougou, la CEDEAO n'a toutefois pas décidé d'autres sanctions pour l'instant, mais les chefs d'État vont se retrouver à nouveau le 3 février à Accra pour réévaluer la situation.
Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Ouagadougou samedi au lendemain de la suspension du Burkina Faso de ses instances. Il s'agit d'officiers de 3 pays de l'organisation venus évaluer la situation sur le terrain après la prise du pouvoir par la junte. Alors que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration au pouvoir dans le pays a réaffirmé son engagement vis-à-vis des organisations sous-régionales et internationales dans un communiqué publié samedi. On s'achemine vers un balai diplomatique de la CEDEAO au Burkina Faso, mais à Ouagadougou, l'organisation n'a pas bonne presse. La CEDEAO n'est pas légitime pour intervenir au Burkina Faso. Et tout simplement parce que les peuples burkinabés ne sont plus d'avis sur les différentes décisions qui ont été prises par la CEDEAO à partir du Mali. Des populations dénoncent notamment l'inertie de la CEDEAO face aux terroristes qui écument des pans entiers des pays de la région. Vous voyez que la CEDEAO, elle est vaste, mais elle pouvait avoir une armée forte pour éradiquer ce terrorisme-là. Ce terrorisme-là ne devrait même pas arriver au Burkina. Dès que ça a commencé au Mali, ils pouvaient éradiquer ce terrorisme afin même que ça n'arrive ici. L'organisation exige la libération de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, et certainement aussi des gages pour un retour des civils au pouvoir. Le nouveau gouvernement malawite a prêté serment ce dimanche, l'occasion pour le président Lazarus Chakwera de remettre les pendules à l'heure et d'alerter contre la corruption après que 3 membres du cabinet ont été visés par des accusations de corruption. Le président, qui a été élu en 2020 en promettant de lutter contre la corruption, a décidé de limoger les 33 membres de l'ensemble de son cabinet. Le nouveau gouvernement malawite a prêté serment ce dimanche, l'occasion pour le président Lazarus Chakwera de remettre les pendules à l'heure et d'alerter contre la corruption. Après que 3 membres du cabinet ont été visés par des accusations de corruption, le président Chakwera, qui a été élu en 2020 en promettant de lutter contre ce fléau, a décidé de limoger les 33 membres de l'ensemble de son cabinet lundi dernier. La corruption se présente sous de nombreuses formes et les occasions d'y succomber dans ce pays sont nombreuses. Mais vous devez y résister à chaque fois. Car si vous ne suivez pas la loi vous suivra. Et si vous pensez que je vais utiliser mon bureau pour vous éviter d'être confronté à la loi que vous avez violée, alors vous vous trompez lourdement. Vous êtes ici pour servir, pas pour régner ou vous vanter. Occuper un poste élevé n'est pas une licence pour agir de manière hautaine et puissante. Le peuple du Malawi est votre patron, pas votre sujet. En décembre, le ministre des Terres de l'époque, Keziem Soukwa, a été arrêté sur la base d'allégations selon lesquelles il aurait reçu un pot de vin d'un riche homme d'affaires pour lui donner des terres. 2 jours après leur limogeage, la plupart des membres du cabinet ont été reconduits dans leurs fonctions. Seules 2 nouvelles personnes ont été nommées dans la nouvelle composition. En République démocratique du Congo, des condamnations à mort, 51 au total, et une peine de 10 ans. Tel est le verdict rendu samedi par un tribunal militaire congolais, dont dans le procès de 2 experts de l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, assassinés en mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur des fosses communes liées au conflit armé qui avait éclaté dans la région après la mort du chef coutumier Kamwina Chapou. Des condamnations à mort, 51 au total et une peine de 10 ans, tel est le verdict rendu samedi par un tribunal militaire congolais dans le procès des 2 experts de l'ONU, un Américain et une Suédoise, assassinés dans la province du Kasaï en mars 2017. La Cour dit établit en fait comme en droit toutes les infractions mises à sa charge et les condamne en conséquence à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre. 2 personnes ont été acquittées, dont un journaliste. Au moins 20 condamnés à mort ont été jugés par contumace. Des miliciens du chef coutumier Kamwina Sapou
tués par les forces de sécurité. La police d'audience vous rend les honneurs et vous présente le... La police soudanaise, pour conclure cette édition, une nouvelle fois fait usage de gaz lacrymogène dimanche pour disperser de milliers de pro-démocratie qui sont descendus dans la rue à Khartoum. Ils répondaient ainsi à l'appel de l'association des professionnels soudanais et les comités de résistance. La répression a coûté la vie à au moins une personne. La police soudanaise a une nouvelle fois fait usage de gaz lacrymogène pour disperser de milliers de pro-démocratie qui sont descendus dimanche dans les rues à Khartoum. Ils répondaient à l'appel de l'association des professionnels soudanais. La répression a coûté la vie à au moins une personne. Depuis le coup de force du général Al-Bourhan en octobre, des Soudanais descendent régulièrement dans les rues de la capitale et de plusieurs autres villes pour exiger le retour des hommes en uniforme dans les casernes et l'instauration d'un régime dirigé par les civils. Nous n'aimons pas ce gouvernement parce que nous n'avons que des problèmes et des troubles au Soudan. Et nous voulons que le Soudan soit sur une bonne voie et qu'il ait un bon gouvernement dès maintenant. Les manifestants se dirigeaient vers le palais présidentiel à Khartoum, cœur du pouvoir, incarné par la junte. Depuis le coup d'État d'octobre, 78 personnes ont été tuées dans des manifestations, alors que des centaines d'autres ont été blessées. Actualité de la CAN 2021, l'Égypte s'est qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2021 en battant le Maroc de 1 après prolongation, mi-temps 0-1, temps réglementaire 1-1. Un quart de finale joué dimanche au stade à Medo Aridio de Yaoundé. Une finale avant l'heure, l'Égypte affrontera le Cameroun en demi-finale de la CAN jeudi prochain. Les Pharaons rejoignent le pays hôte dimanche en sortant le Maroc au bout des prolongations. Les Lions de l'Atlas avaient ouvert le score sur pénalty par Sofiane Bouffal. Mais l'inévitable Mo Salah s'est chargé de remettre les deux équipes nord-africaines sur un pied d'égalité. En prolongation, la délivrance est venue de Mahmoud Hassan, plus connu sous le sobriquet de Trezeguet. L'Égypte rejoint donc les Lions indomptables dans un duel prometteur entre les deux équipes les plus titrées du continent. 7 cannes pour les Pharaons, 5 pour les Camerounais. Et voilà, vous aurez le compte rendu des matchs joués ce dimanche dans notre édition du soir. Et bien pour ce 13h, merci à vous de nous avoir suivis. Bel après-midi à toutes et à tous et très belle semaine à vous.